Il y a chez l'être humain un désir inné d'explorer. Je crois que ça remonte à l'époque où on évoluait et où on devait trouver de nouveaux territoires. Aujourd'hui, on est allé à peu près partout sur la Terre, mais on n'est pas allé sur les astéroïdes troyens. La mission Lucie est avant tout une mission d'exploration. Nous explorons les astéroïdes troyens, des astéroïdes qu'aucun engin spatial n'a encore visités. Ce que nous explorons, ce sont les confins de la connaissance humaine. C'est passionnant de travailler sur Lucie en sachant que cette mission cherche les origines des planètes et de notre système solaire. Si on veut atteindre les groupes troyens au moment où tous les objets ciblés seront favorablement positionnés, on a une fenêtre temporelle très limitée pour le lancement. On a une fenêtre de tir de 21 jours, tout de suite après la saison des ouragans en Floride. On prend des équipements très complexes que j'ai passé ces dernières années à construire, on les met sur une grosse bombe et on allume la mèche. Ça va être une sacrée journée. Si on veut exécuter les survols d'astéroïdes à la perfection, il faut lancer à temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Si on ne le fait pas maintenant, on n'aura plus jamais une telle occasion. Ce qui est très intéressant quand on étudie la géologie d'un site, c'est qu'on apprend des choses sur son histoire et sur sa composition. Ça nous raconte l'histoire ancienne de la Terre. Cassie se passionne pour les roches, surtout celles qui ne viennent pas de la Terre. En particulier, les astéroïdes. Tout comme Cassie, Hal adore les astéroïdes. Cela fait des années qu'il envisage d'étudier de plus près les Troyens, un curieux groupe d'astéroïdes qui partagent leur orbite avec Jupiter et sont piégés dans cette région depuis les origines du système solaire. Ces mystérieux Troyens pourraient l'aider à confirmer un article très controversé qu'il a coécrit sur l'évolution du système solaire. C'est dans le but d'explorer ces Troyens en profondeur que Cassie et Hal ont proposé à la NASA la mission Lucie. La mission Lucie est avant tout une mission d'exploration. Nous explorons les astéroïdes troyens, des astéroïdes qu'aucun engin spatial n'a encore visités. Ces astéroïdes partagent l'orbite de Jupiter. Ils se déplacent donc en orbite avec Jupiter autour du Soleil. Ils ont été piégés là il y a très longtemps, au début de la formation du système solaire. Nous voulons savoir à quoi ressemblent ces astéroïdes troyens, quelle est leur composition, découvrir où ils se sont formés et comment ils ont évolué. Grâce à l'une des trajectoires les plus ingénieuses jamais conçues, la mission Lucie prévoit le survol de 6 astéroïdes différents avec un seul engin spatial. Après 2 assistances gravitationnelles au-dessus de la Terre pour prendre de la vitesse, Lucie commencera son voyage jusqu'aux Troyens en passant d'abord à proximité de Donald Johanson, un astéroïde de la ceinture principale. 2 ans plus tard, la sonde survolera ses premiers Troyens, Eurybates et Polymele. 7 mois plus tard, elle visitera Leucos et Oros. Elle regagnera ensuite la Terre pour bénéficier d'une 3e assistance gravitationnelle et se dirigera vers les Troyens du côté opposé,
Patrocle et Ménétios. Cette trajectoire unique et complexe est l'œuvre de Brian Sutter, ingénieur chez Lockheed Martin. Digne d'un billard à 3 bandes, la trajectoire a dépassé toutes les attentes de l'équipe. Et c'est elle qui finit par remporter l'adhésion de la NASA. Dans ma tête, quand j'entends tout ça, je commence déjà à fantasmer. Je me dis, ça ressemble au scénario du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a un mystère lié à Jupiter. Il y a une découverte. C'est une mission de découverte, bon sang. Et tout ça nous ramène aux origines de la vie sur Terre. Et là, il dit un truc qui achève de me convaincre. Il dit « Ah oui, et le directeur scientifique, Hal, tu vas l'adorer. Vous parlez la même langue. » J'entends Hal et je pense « Si ça se trouve, il s'appelle Hal 9000. » Il s'est avéré que non. Mais c'est vrai que Hal et moi, on parle la même langue, la mécanique orbitale. Dès qu'on m'a dit tout ça, j'étais partant. Mais un grand bonheur implique de grands compromis. Cette trajectoire, condition sine qua non du feu vert de la NASA, les oblige à fixer une date de lancement précise dans un avenir alors relativement proche. On n'aura qu'une seule chance en octobre 2021. Ils n'ont pas le choix. Il faudra que tout soit prêt à cette période. Si on veut atteindre les groupes troyens au moment où tous les objets ciblés seront favorablement positionnés, on a une fenêtre temporelle très limitée pour le lancement. Or, ils doivent construire la sonde, les 3 instruments qu'elle emportera à bord et ses 2 gigantesques panneaux solaires. Puis tester le tout avant de pouvoir procéder au lancement. Tous les programmes de la NASA comportent en gros 5 phases. Les phases A, B, C, D et E. A et B constituent la phase de formulation qui mène au stade de la conception préliminaire. On a franchi cette étape à la fin de 2018. C'est là que j'ai rejoint le programme en tant que chef de projet pour Lockheed. Maintenant que la conception préliminaire est validée, on va dessiner les plans officiels dans le moindre détail, jusqu'au nombre de vis et l'emplacement des câblages. C'est dans la nature même de notre activité à la NASA. Nous sommes une institution qui explore en permanence l'inconnu. Et quand on fait ce genre de choses, on est très souvent à la pointe de la technologie, ce qui rend le travail difficile. D'un point de vue technique, le principal défi dans la conception de Lucie, c'était de réussir à avoir des panneaux solaires immenses, tout en tenant compte des limites de masse d'un petit engin spatial. Si on regarde ces panneaux de près, on a un matériau textile ultra fin sur lequel on a collé les cellules photovoltaïques avant de fixer le tout grâce à différentes astuces techniques. Un panneau solaire classique possède un fond rigide, mais pour réduire au maximum la masse, on a eu recours à des solutions mécaniques et structurelles très avancées. C'était sans doute la partie la plus complexe. Le deuxième grand défi technique, c'est que c'est la première fois qu'on doit ajuster la trajectoire de la sonde spatiale et la diriger en fonction de ce qu'elle voit avec sa caméra. Réussir à faire ça 6 fois d'affilée, sans aucune marge d'erreur, ce sera notre 3e grand défi. Et celui-là durera jusqu'à la fin. Après des mois de discussion,
de réunions et de calculs, en octobre 2019, la NASA valide la conception finale. Une sonde d'1,5 tonne avec à son bord 3 instruments de mesure pour acquérir un maximum de données sur les Troyens. Ralph est un imageur en lumière visible et un spectromètre proche infrarouge. Il permettra aux scientifiques de chercher les lignes d'absorption caractéristiques des différents silicates, glaces et matières organiques et de prendre des images en couleur pour évaluer leur niveau d'activité. TESS est un spectromètre d'émission thermique qui servira à étudier les propriétés des Troyens. Leur inertie thermique, c'est-à-dire leur capacité à stocker la chaleur, nous renseignera ainsi sur la composition et la structure des matériaux à la surface des astéroïdes. Et enfin, LORRI est une caméra qui fournira les images les plus détaillées de la surface des Troyens. La sonde comporte aussi une antenne à gain élevé qui déterminera la masse des cibles grâce au décalage Doppler du signal radio. La configuration de Lucie prévoit enfin les plus grands panneaux solaires jamais installés sur ce type d'engin spatial, avec chacun un diamètre de 7,20 mètres. Jusque-là, tout se déroule comme prévu. La phase ATLO, qui regroupe les opérations d'assemblage, de test et de lancement, est sur le point de commencer. Mais à seulement 1 an et 7 mois du lancement, la mission se heurte soudain à un événement totalement inattendu. Quelque chose qu'aucun des scientifiques ni des ingénieurs n'avait anticipé, même dans les scénarios les plus pessimistes. Une pandémie. Je crois que c'est le 11 mars qu'il nous est apparu clairement qu'on avait un gros problème. Ce week-end-là, on a compris que les choses n'allaient pas revenir à la normale de sitôt. La réaction à cette pandémie a été notre plus grand défi. On devait avancer pour être en mesure de respecter notre fenêtre de tir planétaire, mais on devait aussi penser à la sécurité de notre équipe et s'assurer qu'on ne mettait personne en danger. On a alors créé le plan FAST. On s'est dit, puisqu'on travaille 7 jours sur 7, on va mettre en place 2 équipes indépendantes qui viendront chacune 3 jours et demi. Si jamais on a des cas de Covid et qu'une des équipes doit rester à la maison, on ne sera pas coincé. Cette nouvelle organisation les oblige à reconsidérer leurs chances de parvenir à construire la sonde à temps et à la lancer à la date prévue. Le compte à rebours recommence de zéro. L'équipe se remet au travail. L'étape suivante consiste à collecter un maximum d'informations en amont sur les Troyens. Pour les étudier depuis la Terre, ils ont besoin du meilleur télescope du monde. Aux îles Canaries, Javier Licandro observe ces mystérieux astéroïdes depuis déjà un certain temps en vue de la mission Lucie. On essaye d'obtenir toutes les informations possibles sur ces astéroïdes avant que la mission ne les visite, de façon à la préparer correctement. Aujourd'hui, je vais observer plus particulièrement un des objets que doit visiter la mission Lucie, l'astéroïde Leucos. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la façon dont l'éclat de l'astéroïde varie dans le temps, parce que les astéroïdes sont des corps irréguliers. La lumière qu'on voit, c'est celle que l'astéroïde réfléchit vers nous. Le Soleil l'éclaire, il réfléchit la lumière, et c'est cette lumière que nous voyons. Regardez, quand il tourne, son éclat varie en formant cette courbe qui a normalement 2 maxima et 2 minima. Une fois que la mise au point est faite et que le télescope suit l'objet, on commence à prendre une séquence d'images avec l'appareil situé au niveau du point focal du télescope.
Voilà, ça c'est l'objet. C'est l'astéroïde. Les informations collectées sur les astéroïdes avant que Lucy ne les survole sont cruciales pour le succès de la mission. Mais les chercheurs du monde entier se disputent l'accès à ce type de télescope. Et la résolution obtenue peut s'avérer limitée. Alors l'équipe de Lucy emploie une autre technique d'observation plutôt insolite. J'utilise les télescopes que vous voyez autour de moi pour explorer les cibles de la mission avant qu'on arrive là-bas. Les télescopes traditionnels ont un pouvoir de résolution limité. Mais avec cette technique, qui utilise une occultation, les images qu'on obtient de l'objet ont une résolution spatiale bien plus élevée. Une occultation, c'est un événement astronomique unique qui permet de mesurer la taille et la forme d'un objet n'importe où dans le système solaire. Si vous avez une étoile lointaine et que votre astéroïde passe devant, vous obtenez une occultation. Une occultation repose toujours sur l'alignement précis de l'observateur, de l'astéroïde et de l'étoile. On utilise de multiples stations positionnées sur le chemin de l'ombre projetée par l'astre sur la Terre pour relever différents points le long du bord de l'objet et extraire ainsi sa silhouette. Mark traque l'ombre des astéroïdes aux 4 coins de la planète depuis 2018. Aujourd'hui, une opportunité se présente au Sénégal, où l'ombre de Polymele, le plus petit et le plus fuyant des Troyens, sera projetée. Peut-être quelqu'un plus proche, ouais. À cause du Covid, le chercheur ne peut pas se rendre sur place. Il a donc coordonné une équipe d'astronomes français dirigée par David Baratou et François Collat. Au total, il y a donc 30 astronomes sénégalais. On a des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des gens du privé aussi, des étudiants, donc c'est un mélange. Et puis il y a donc 6 Européens, 5 Français, 5 planétologues français et une Belge. Il est essentiel de connaître la taille de Polymele pour estimer la brillance réelle de l'astéroïde. Cela permettra de s'assurer de la qualité des photos prises par Lucy en évitant des saturations qui empêcheraient la mission d'obtenir les données attendues. La nuit de l'occultation, l'équipe est prête. Mais le ciel est nuageux. C'était quoi? Il y a eu un gros éclair. On va essayer de faire la mise au point sur une autre étoile ensuite. Là, je retourne essayer de retrouver le champ. Allez, il reste 5 minutes. Il y avait des nuages encore plus longtemps. La météo leur joue un mauvais tour et seule une des stations parvient à obtenir des données. Mais ces données seront primordiales pour la prochaine occultation stellaire par Polymele qui aura lieu en Espagne 15 jours avant le lancement. Ça y est. On est arrivé au stade où on a enfin un engin spatial. Je ne l'ai pas encore vu depuis son assemblage, mais j'ai hâte. On commence enfin à approcher de la version finale. Je suis très content. Je m'inquiète au sujet de Ralph et des panneaux solaires. Ça a l'air d'aller.
Ça va? Oui, Enfin. Salut. bienvenue. Merci. On est super impatients de voir la sonde. Oui, Elle a doublé depuis la dernière fois. j'ai hâte. Mais on peut encore la lancer. C'est le projet. Allons-y. Ok. Vas-y, on te suit. Merci, Matt. Ça a été un véritable exploit. Elle est grande. C'est incroyable. Là, on est en train de réinstaller l'avionique sur la sonde après avoir tout acheminé ici. Vous vous souvenez, à Scottsdale en janvier, quand on s'est rendu compte qu'il fallait la construire en 2 morceaux? On avait peur de devoir déposer tout le harnais, mais on a réussi à le fixer sur le MGSE. Depuis vendredi, on a retiré tout ça et on a descendu le harnais. On a mis le PAPU, la batterie et les roues. Il reste à mettre le PDDU et le CEDH de ce côté. C'était vraiment une bonne décision de la construire en 2 parties. On ne pouvait pas savoir qu'il y aurait une pandémie, mais ça nous a bien aidé au niveau du calendrier. En plus de résoudre les autres problèmes. On a bien fait de se poser et d'en parler. Oui, c'est instructif. Il faut identifier les problèmes en amont. Et être proactif. En janvier et en février, on a regardé les choses en face. Voilà le calendrier, voilà comment ça s'annonce. On a trouvé des moyens de conserver un maximum de flexibilité. Et les résultats sont là. On va arriver au 1er janvier et on est exactement là où on voulait être. On a beaucoup limité les risques. Maintenant, Ralph arrive, les panneaux solaires arrivent et on va pouvoir avancer. Je n'imagine même pas où on en serait si on n'avait Oui, pas... ce joint de booster nous a fait gagner 1 mois. Cependant, rien ne se passera comme l'avait prévu Matt. Les scientifiques ne le savent pas encore, mais ils vont avoir un souci inattendu avec l'un des instruments. Au cours des essais sous vide thermique de Ralph, des impuretés apparaîtront dans le champ de vision de la caméra. Il faudra faire un choix. Ouvrir l'optique au risque de retarder l'assemblage de la sonde ou tout laisser en l'état. Ils devront trancher rapidement. Et ce ne sera pas la seule difficulté qu'ils rencontreront. Les panneaux solaires, soumis à une batterie d'essai en Californie, vont à leur tour poser problème en échouant à passer les tests, mettant ainsi en péril le calendrier de la mission. À son retour de Californie, Hal est vraiment remué. Il espère que la mission Lucy, encore dans sa phase embryonnaire, va l'aider à confirmer une théorie sur l'évolution du système solaire dont il est le co-auteur, le modèle de Nice. On a vraiment commencé à prendre conscience qu'Uranus et Neptune n'avaient pas pu se former là où on les voit vers la fin des années 1990. Et l'idée que le système solaire s'était formé dans cette configuration plus resserrée et qu'il avait ensuite connu une période d'instabilité a commencé à germer aux alentours de l'an 2000. Les publications scientifiques qui parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Nice datent de 2005. C'est cette série d'articles qui a éveillé mon intérêt pour les astéroïdes troyens. Et il a fallu environ une décennie pour en arriver au stade où on a commencé à mettre en place une mission pour étudier les Troyens et comprendre cette instabilité. Mais ce qui rend ces astéroïdes vraiment uniques, c'est qu'ils sont situés dans une zone très mystérieuse du système solaire. Les points de Lagrange L4 et L5 de Jupiter, 2 régions extrêmement reculées et très éloignées de la Terre. Prenons un système gravitationnel, par exemple le Soleil et Jupiter. Le Soleil est là et Jupiter est là.
Il y a des points à l'intérieur de ce système où l'attraction gravitationnelle de Jupiter et du Soleil se compense. Si on place un objet sur ces points, il y restera un long moment. 3 de ces points sont sur l'axe qui relie Jupiter au Soleil. Un légèrement à l'extérieur, un autre légèrement à l'intérieur, et un dernier à l'autre extrémité. Ils sont tous instables, c'est-à-dire que si on place un objet là, il dérivera lentement. En ce qui nous concerne, les 2 points qui nous intéressent sont situés de part et d'autre de Jupiter, à la même distance du Soleil, mais 60 degrés plus haut et plus bas. Ce sont les points de Lagrange L4 pour celui-ci et L5. Si on place un objet là, il y restera éternellement. C'est là que vivent les Troyens. Si on trouve les Troyens aussi intéressants, c'est parce qu'on croit qu'ils se sont formés dans différentes régions du système solaire externe et qu'ils ont été piégés dans les essaims troyens par les mouvements des planètes géantes au moment de leur formation. Tous ces processus, depuis l'accrétion des planètes jusqu'à l'instabilité massive, le modèle de Nice, qui déplace les planètes géantes, sont des processus qui se poursuivent aujourd'hui encore. On en voit la preuve tout autour de nous. Par exemple, derrière moi, il y a un cratère d'impact géant qui s'est formé il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années. C'est vraiment le dernier sursaut de l'accrétion et la formation de la Terre. Chez Lockheed Martin, la construction de la sonde se poursuit. Mais la livraison des panneaux solaires a pris du retard. Matt échange en permanence avec l'équipe qui les construit en Californie. S'ils ne sont pas livrés à temps, tout le calendrier de la mission risque d'être modifié. Les ingénieurs organisent un dernier essai. Cette fois, il faut absolument que ça marche. On les a eus juste à temps. On était prêt à les installer sur la sonde le 1er mars et ils ont terminé le 28 février. C'était serré. Maintenant que les panneaux solaires sont arrivés chez Lockheed Martin, l'équipe peut enfin commencer une série de tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. C'est grisant. On se rapproche chaque jour un peu plus de la fin de l'assemblage et du lancement. Ça va arriver plus vite qu'on le croit. Cassie retourne chez Lockheed Martin pour assister à l'un de ces tests. Ça ira comme ça. Ok. Donia et Jessica sont déjà là. Elles ont pris l'avion jusqu'à Denver pour superviser le processus. Merci beaucoup. C'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Allez-y. Parfait. Vous voilà paré. Ce que je vois là, c'est une œuvre d'art. Vous imaginez un peu tous ces fils? Ils doivent tous être à leur emplacement exact. Ça représente beaucoup de travail. Ces ouvertures seront pointées sur nos Troyens. La lumière du soleil réfléchie par les Troyens entrera par ces ouvertures et nous renseignera sur leur composition. C'est génial. Je suis un peu jalouse. Des photons? Oui. Des photons, on passe aux électrons, puis au codage binaire, puis aux ondes électromagnétiques. Voilà. Et on repasse au codage binaire pour... Ensuite, on mettra ça en images et en mosaïque. On aura le spectre. C'est scientifique. C'est électronique. La transformation physique de l'information qu'on reçoit ensuite ici.
6 mois avant le lancement, l'équipe effectue les derniers essais avant l'assemblage final de Lucy. Je suis arrivée ici la semaine dernière, samedi dernier, je crois. Et je vais rester jusqu'au 27 mai pour les essais sous vide thermique, soit une quinzaine de jours en tout. Ça va être un mois très important. Ce test dure approximativement 18 jours. On fait des essais d'environnement dans l'enceinte à vide thermique en reproduisant des températures extrêmes et des pressions très faibles. Une fois que ça aura été fait, on aura terminé toute la batterie d'essais environnementaux destinés à montrer que Lucy répond bien à toutes les exigences et qu'elle pourra survivre à l'environnement spatial hostile qu'elle rencontrera lors de son voyage jusqu'au Troyen. Le test sous vide thermique consiste à placer la sonde dans une très grande chambre. Celle-ci fait 8,80 m de diamètre sur 20 mètres de haut. Puis à aspirer tout l'air pour obtenir ce qu'on appelle un ultravide. En gros, il reste juste une ou deux molécules qui se battent en duel, avant d'exposer la sonde à différentes températures. Notre chambre à vide thermique peut simuler l'effet du soleil. Après ça, on fera encore quelques tests supplémentaires en juin. Et de là, on se préparera pour le transfert vers le site de tir à la fin du mois de juillet. Un peu partout dans le monde, la situation se normalise peu à peu face à la pandémie. Le travail de l'équipe, en particulier celui des scientifiques, est presque terminé. Tous les esprits se tournent déjà vers la prochaine grande étape. Le lancement. On est à J-142. Et je dois reconnaître que je suis très anxieux. On a investi... On a commencé en quoi? 2014? Oui. Donc on a investi une bonne partie de notre carrière là-dedans. C'est un projet exceptionnel qui a mobilisé beaucoup de gens. Et on va mettre cette sonde sur une grosse bombe, allumer la mèche et partir en courant. Avant d'affronter le grand moment, il reste une dernière inconnue, la taille de Polymel. La précédente campagne au Sénégal n'a produit que très peu de données. Mais ils ont encore une chance de faire mieux en Espagne, 15 jours avant le lancement. Il est primordial qu'on estime la taille de Polymel. Oui. Et on ne la connaît toujours pas. Oui. L'occultation qui arrive va être vraiment super importante. Pour connaître la brillance réelle d'un objet, il faut mesurer non seulement la quantité de lumière qu'il réfléchit, mais aussi sa taille. Un objet qui réfléchit beaucoup de lumière n'est pas forcément très brillant s'il est très gros. Il est indispensable de connaître sa brillance réelle pour prendre des photos de qualité et éviter qu'un phénomène de surexposition empêche d'obtenir les données espérées. La directrice de la mission, Adriana Ocampo, nous a mis en contact avec le Southwest Research Institute, avec Mark et Brian. Ils nous ont expliqué ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient faire. On était très enthousiastes, bien sûr. Et c'est comme ça qu'a débuté notre collaboration. On charge Lucy à bord d'un C-17 pour son voyage depuis les installations de Lockheed Martin à Denver jusqu'au centre spatial Kennedy, en Floride. Quand je pense qu'on a enfin une sonde opérationnelle qui s'apprête à partir dans l'espace, j'en reviens pas. Ça, c'est le tout premier vol de Lucy.
C'est surréaliste. Dans le bus pour venir ici avec l'équipe, je repensais à tout le travail qu'on a accompli. Le lancement est dans moins de 3 mois. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte. On a vérifié la fiabilité des instruments. Une fois au centre spatial Kennedy, on aura encore environ 1 mois pour procéder au dernier contrôle. Et ensuite, Lucy sera intégrée au lanceur. Après ça, on a prévu de lancer le premier jour de notre fenêtre de tir, le 16 octobre. Ce gigantesque avion de transport militaire emporte une cargaison de près d'1 milliard de dollars. Mais il emporte aussi les rêves de nombreux hommes et femmes qui ont consacré à ce projet plusieurs années de leur vie, y apportant leur expertise, leur connaissance, leur énergie et leur passion. Pendant qu'on embarquait Lucy à bord du C-17, à 6400 km de là, l'équipe espagnole chargée de traquer Polymel avait l'œil rivé sur les prévisions météo. Près de 90 personnes, parmi lesquelles des astronomes professionnels et des bénévoles, se sont retrouvées dans le nord de l'Espagne pour essayer d'apercevoir Polymel. Pour trouver le meilleur site, on se base sur les prévisions du service météorologique national espagnol. On savait que ce serait presque sûrement entre Léon et Burgos. Mais il fallait qu'on soit sûr. On a pris la décision qu'à la fin du mois d'août. Ça doit être Javier. Excusez-moi. Oui. Pendant que Marc et d'autres membres de la mission traquent Polymel en Espagne, à Cap Canaveral, en Floride, dans les bâtiments d'Astrotech, on procède à l'intégration de la sonde Lucy. Les 2 dernières semaines ont été bien remplies. On a procédé au remplissage en ergol de la sonde et on a installé les propulseurs à poudre. Ensuite, on a intégré la sonde dans la coiffe, le nez en forme de cône du lanceur. La nuit de l'occultation, l'équipe s'est répartie comme prévu par le protocole de Marc entre plusieurs stations, espacées d'environ 10 km chacune. C'est là, je me souviens des photos. C'est un peu plus loin. Stop, stop. L'équipe de Javier de Cos se prépare à enregistrer le moment crucial qui leur fournira des informations sur Polymel. 1000 millisecondes. Ça, on n'y touche plus. Il faut 6 secondes d'enregistrement, c'est ça? J'ai pas réussi à... Il est là. On verra après. Si on y arrive... Commence à y avoir du brouillard. Oui. Ça, ce sont des cirrus. Ça se couvre, là.
C'est pas grave. On est toujours dessus. On est toujours dessus ou je me trompe? Ça se lève un peu? Il faut mettre la grande batterie à charger. De son côté, Marc s'est entouré d'étudiants talentueux, avides d'expérience. Ramon est venu les aider. Ça devrait être pareil. 2, 29, 01,8, nord. Ouais. Et ensuite 5, 26, 05,3, ouest. En ce moment, on essaie de cibler plus ou moins la zone où devrait se produire l'événement. Il nous reste presque 25 minutes avant l'occultation stellaire. Et en gros, on n'a pas pu avancer sur quoi que ce soit. Vu les conditions du ciel, c'est une course contre la montre. Les nuages se dissipent. Oui, on dirait. Le plus embêtant, c'est ce qui arrive de là-bas. Alignement réussi. Super. Bon, ne vous emballez pas, ça veut rien dire. On assemble le télescope? À 15 minutes de l'événement, on signale un ciel couvert. Les nuages s'accumulent rapidement à la station numéro 2. La station 19 est dans le champ et le ciel est plutôt dégagé. La station numéro 3 annonce des nuages et encore des nuages. Mais l'astre est dans le champ. De notre côté, on a vraiment joué de malchance. 1 minute. 1 minute, les gars. 4, 3, 2, on enregistre. Vu les conditions, on s'en est vraiment bien sorti. Mais on ne peut pas contrôler les nuages. On a fait de notre mieux. Si Marc n'a pas eu de chance, plusieurs autres stations ont réussi à collecter des données importantes sur Polymel qui aideront à mieux planifier sa future observation par Lucie. À quelques jours du lancement, notre équipe de tournage peine à arracher les scientifiques à leur emploi du temps surchargé. Malgré leur épuisement visible, l'ambiance est électrique. Pour construire cette navette dans des conditions très difficiles. Alors, désolé. On a beaucoup à faire. Cette dernière semaine a été très chargée et la nuit du lancement sera chargée aussi. J'espère qu'on pourra lancer samedi.
On ne tiendrait pas ce rythme pendant 3 semaines. Il y a eu 2 ou 3 événements très importants, des problèmes techniques qui auraient vraiment pu mettre la mission en danger. Mais on est en train de les régler. Sur quoi portaient ces problèmes? Je ne suis pas sûr de pouvoir en parler. Je préfère me taire. Je peux arrêter de filmer si vous voulez. Bonsoir à tous. Oui, le lancement de Lucie. Merci, merci. Je suis tellement contente que vous soyez là aujourd'hui pour participer au lancement de Lucie. Aujourd'hui, on est le 15 octobre. Il nous reste moins de 24 heures avant le lancement de la mission Lucie de la NASA. J'arrive pas à y croire. C'est dingue d'être en Floride pour cet événement. Avec notre équipe, on a réussi à se débrouiller malgré la pandémie pour arriver au pas de tir dans les temps. On est prêts. Ils annoncent du beau temps pour demain. Le lanceur est prêt, la sonde est prête, tout le monde a hâte. Il n'y a aucun obstacle sur notre route pour l'instant et c'est formidable. Je ne suis pas stressée du tout. Ma seule inquiétude, c'est d'avoir une panne de réveil. Je crois qu'on doit arriver sur site à minuit 30. Demain, on pourra commencer le lancement à 5h34 du matin. Et on aura 75 minutes pour lancer la fusée. Hier, je suis allée voir le transfert du lanceur depuis le bâtiment d'intégration verticale jusqu'au pas de tir. C'était vraiment un moment extraordinaire. Il ne reste plus qu'à attendre les prévisions météo. La veille du lancement, elles sont positives. La sonde pourra être lancée dès le premier jour. Les prévisions météo sont très bonnes. Il y a moins de 10% de risque qu'on ait une météo défavorable demain. Il n'y a aucun problème technique. Pour l'instant, rien ne semble s'opposer à ce qu'on lance la fusée demain matin. C'est sans aucun doute un immense soulagement et un grand pas en avant. Mais ce n'est pas l'objectif final. Après le décollage, les panneaux solaires les plus grands jamais construits pour un engin spatial comme Lucie devront encore relever un défi de taille, le déploiement. Le déploiement des panneaux solaires est sans doute l'opération la plus complexe de toute la mission. Et la plus critique aussi, parce qu'on a une durée de batterie limitée. Si bien que tout doit fonctionner pour que la sonde soit opérationnelle pour le voyage. Après le lancement au MSH et Lockheed Martin à Littleton, des ingénieurs prendront les commandes de la sonde spatiale pour superviser le déploiement de ces panneaux solaires. En Floride, les membres de l'équipe se mettent en place. À Littleton, dans le Colorado, chez Lockheed Martin, tout le monde est également prêt. À tous les postes, Lucie Ace sur LucieNet.
À partir de maintenant, toutes les anomalies du DSN doivent être signalées directement à Lucy Hayes sur LucyNet en utilisant la procédure d'arrêt du compte à rebours de lancement. Count, Atlas Systems, propulsion, go. Hydraulics, go. LO2, go. Flight control, go. Operations support, go. Vehicle system engineer, go. Anomaly chief, go. You have permission to launch. Pour la mission Lucy, c'est l'heure de vérité. 8 ans après avoir formulé l'idée. 5 ans et demi après avoir soumis la première proposition. 5 ans et 3 mois après avoir trouvé la trajectoire clé. Et 4 ans et 3 mois après avoir obtenu le feu vert de la NASA. Proceeding with the count. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si on ne le fait pas maintenant, on n'aura plus jamais une telle occasion. 0. Liftoff. Sending Lucy to uncover the fossils of our solar system.